Journée majeure dans le monde du développement des espoirs en Amérique du Nord. Regardez-vous derrière moi, la terre a tremblé. Faut quand même pas exagérer non plus, mais c'est une grosse journée pour le hockey. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. C'est maintenant confirmé, il y a eu un vote de la NCAA cet après-midi. Dès le 1er août 2025, les joueurs de la Ligue canadienne de hockey, qui étaient auparavant considérés comme des joueurs professionnels qui gagnent de l'argent, qui ne pouvaient donc pas évoluer dans la NCAA, tout ça, c'est terminé. Maintenant, les joueurs de la Ligue canadienne peuvent évoluer dans les équipes aux États-Unis au niveau Division 1. C'est important de préciser, pas la Division 3, mais vraiment la Division 1, le meilleur calibre de hockey aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça implique un petit peu tout ça? Dans ce vote-là de la NCAA, il y a quand même une subtilité qui est assez intéressante. Dorénavant, les joueurs de la NCAA vont pouvoir participer au camp de la LNH. Cependant, c'est important de le préciser, il y a quand même quelques bémols. Ils ne pourront pas prendre part à aucune compétition extérieure en tant qu'équipe professionnelle, dans le fond, qui va être un peu un but de marketing ou de simplement vendre l'équipe. Autrement dit, si je le simplifie, ces joueurs-là ne pourront pas jouer de matchs préparatoires, ni disputer de tournois des recrues, par exemple, contre une autre équipe de la LNH. Si je prends un exemple, dans le fond, Michael Leach, qui est présentement avec Michigan, aurait pu participer au camp, aurait pu prendre part aux matchs intra-équipe, aux entraînements, mais probablement pas dans les 2 matchs qu'il y a eu au Centre Bell cet automne contre les Maple Leafs de Toronto. Et c'est également à condition que le joueur de la NCAA en question ne rate pas de course. Cependant, tu peux prendre entente avec ton équipe. Donc, pour reprendre l'exemple de Age, s'il est en mesure de s'entendre avec ses professeurs pour ne pas être en retard dans son développement, dans son parcours scolaire, mais je pense qu'il n'y aurait pas nécessairement de problème. C'est intéressant également pour les Européens, pour ceux qui ont des parcours professionnels, ont parfois joué quelques rencontres, que ce soit dans la SHL, la Liga finlandaise ou la Ligue tchèque, pourront également se joindre à la NCAA tant qu'ils ne reçoivent pas, et je le mets entre guillemets, des dépenses actuelles et nécessaires à ta participation dans l'équipe. Si je le simplifie un petit peu, il ne faut pas que le joueur ait eu de promotion ou du moins avoir été payé par la formation. Donc, ça peut arriver qu'une équipe de la SHL va faire confiance à un jeune de 17 ou de 18 ans, par exemple, mais il va vraiment falloir qu'il ne soit pas payé, qu'il n'ait aucune rémunération et qu'il ne fasse pas vraiment de promotion pour son équipe. Si c'est le cas, je prends un exemple, Artem Douda, un espoir de Utah, qui s'est fait refuser les portes de la NCAA, avait dû se rebattre sur le circuit U-Sport, le circuit universitaire canadien, c'était dirigé du côté de Toronto. Ben là, maintenant, dans ces prises de disposition-là, à condition qu'il n'ait pas été payé par une équipe de la KHL, ben, il pourrait se présenter dans ce cas-là dans la NCAA. Maintenant, quels vont être les impacts pour les différents partis impliqués dans cette décision-là, que ce soit des personnes ou tout simplement des équipes de tous les côtés? C'est important de préciser avant de commencer. Il n'y a pas personne qui sait comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. On est un peu en territoire inconnu et c'est normal. Comment les joueurs vont se comporter, qui va être attiré, quelles équipes vont être intéressées d'avoir quel type de joueurs, que ce soit des joueurs de 18, de 20 ans, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont s'amener? On peut supposer des choses, mais on est énormément dans le néant. Donc, il va falloir attendre quelques années avant d'avoir le vrai portrait. Mais voici quand même quelques idées. Du côté des gagnants, ben, c'est pas compliqué. Les premiers et surtout le plus important, ce sont les joueurs. Ça te donne de la liberté. Tu peux savoir où tu peux jouer, tu peux choisir où tu veux aller sans vraiment te casser la tête. Je prends un exemple dans la LHJMQ. Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, l'a bien souligné. William Lasselle, par exemple. Il hésitait pour se diriger dans la NCAA, s'est posé énormément la question, une grosse période de réflexion avec son entourage, avec ses entraîneurs. Finalement, a décidé de se rabattre sur l'Océanique de Rimouski. Mais dans une situation normale, ça va enlever de la pression sur le jeune. Il n'aura pas à se casser la tête. OK, est-ce que je peux jouer dans la LHJMQ? Si c'est le cas, je perds mon admissibilité pour la NCAA à peu importe quel moment de ma vie. Mais là, maintenant, c'est assez clair. Tu peux prendre la meilleure décision pour ton développement, ce que tu penses qui est le mieux pour toi. Et bien, par la suite, ça ne va pas t'empêcher, si tu veux changer d'idée, d'aller dans la Ligue canadienne ou dans la NCAA, peu importe l'endroit.
C'est intéressant un peu de mentionner, par contre, ce ne sera pas un bar ouvert non plus pour les joueurs. On va surtout viser les joueurs d'élite, donc ceux qui vont avoir un impact significatif dans les équipes de la NCAA. Il ne faut pas oublier non plus que ça te prend les notes. Tu dois être en mesure d'obtenir une admission à une université. Je pense que ça va motiver un peu les joueurs à se donner au niveau de leur cours dans la Ligue canadienne, mais ce n'est pas garanti. Donc, il y a des joueurs qui vont se faire un peu refuser les portes, puis ils vont devoir demeurer dans la Ligue canadienne. C'est pour ça que tu vas perdre tout le monde. Je reprends les propos d'un entraîneur de la NCAA qui parlait à Scott Wheeler. Les équipes vont vouloir des joueurs qui font la différence, pas simplement des joueurs de 3 ou de 4e trio. Ces joueurs-là, je pense que ça va pas mal rester le statu quo. Il donnait un exemple. Il dit les joueurs de 20 ans, pour la plupart dans la LHMQ, sont corrects sans. La LHMQ ou la Ligue canadienne de hockey sont corrects pour la plupart. Ce n'est pas pour rien qu'ils n'ont pas eu de contrat de la LNH ou de la Ligue américaine. Donc, à moins de quelques exceptions, il ne devrait pas avoir énormément de changements à cet endroit-là. Mais encore une fois, on verra bien. Pour la Ligue canadienne de hockey, évidemment, c'est un très gros coup de circuit. On peut penser aux grands talents canadiens qui ont quitté et qui ont refusé de se joindre à cette ligue-là pour passer très souvent par la USHL. Il y a de nombreux exemples. Owen Power, qui est présentement avec les Sabres de Buffalo. Adam Fantilli des Blue Jackets de Columbus. Macklin Celebrini, maintenant membre des Sharks de San Jose. Et évidemment, on a mentionné Michael Age. Ce sont tous des Ontariens qui ont décidé d'avoir le parcours de la NCAA, mais comme ne pouvaient pas jouer dans la OHL, se sont dirigés dans la USHL. Dans la plupart de ces cas-là, en fait, tous ces cas-là, sont dirigés avec le style de Chicago. Un gars comme Sacha Boisvert, qui appartient aux Cataractes de Shawinigan, c'est un peu la même chose, aurait pu évoluer à Shawinigan avant de s'amener avec l'Université de North Dakota, où il évolue en ce moment. Si on prend l'effet inverse, donc les équipes de la NCAA qui peuvent voler des joueurs à la Ligue canadienne, ça va surtout être une compétition sur les joueurs de 18 ou de 19 ans. Moi, quand je pense à ça, je pense que les joueurs qui sont dans de gros marchés, qui ont peut-être une chance de viser le titre, voire la Coupe Memorial, vont pas nécessairement partir. Ils sont dans un bon encadrement, c'est gagnant, ils sont dans de bonnes situations. Souvent, lorsque tu as 18 ou 19 ans, tu es l'un des meilleurs joueurs, tu as le premier avantage numérique, tu es capable d'obtenir au-delà d'un point par match. C'est peut-être pas ceux-là qui vont avoir tendance à vouloir changer de circuit parce que c'est plus difficile. Mais regardez peut-être un peu plus. Premièrement, les joueurs qui sont dans des petits marchés, mais surtout dans ceux qui sont dans des équipes de bas de classement. Je prends un exemple. Si une équipe fait une transaction pour aller s'améliorer, mais donne un joueur un peu plus expérimenté de 18 ou 19 ans, mais là, qui là voit qu'il n'aura pas nécessairement la chance de gagner ou quelque chose, c'est peut-être un peu plus ces joueurs-là qu'on pourrait voir partir. Moi, je pense que ce qui pourrait arriver à long terme, c'est que ça va changer un peu le plan de certaines équipes. Il y a des équipes qui vont tenter, et là, je pense surtout aux équipes plus fortunées, qui vont cibler les joueurs de 17 ou de 18 ans de haut calibre, qui vont être en mesure d'être repêchés tôt dans la LNH. Premièrement, ça donne de l'argent en compensation lorsqu'ils sont repêchés, mais ça va également permettre à ces joueurs, à leur équipe de se battre pour un titre pas mal plus facilement, parce que des joueurs de 18 ou 19 ans vont peut-être être un peu moins présents dans la ligue. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Évidemment, en revanche, dans les joueurs de 18, 19 ou 20 ans, on devrait perdre quelques joueurs. Donc, ce que je m'attends un peu au niveau de la Ligue canadienne de hockey, c'est que ça va peut-être rajeunir un petit peu les équipes. Ça va changer un peu l'objectif aussi. C'est vraiment de cibler, tu sais, la Ligue canadienne aime se vanter que c'est la meilleure ligue de développement au monde pour accéder à la LNH. Et là, ce sera vraiment de plus en plus le cas et ça va te permettre pas mal plus d'être repêché. On mentionne souvent le podcast Le Relève, on est justement un podcast qui tente de parler des espoirs admissibles au repêchage. Ça fait saliver les amateurs. Ben, la Ligue canadienne n'est pas folle non plus. C'est que c'est ce qui intéresse les gens, puis c'est comme ça qu'on va essayer de garder tout le monde. Du côté de la NCAA, ben, c'est assez simple. Si tu as plus de joueurs et que tu as les meilleurs talents du côté du Canada, de la Ligue canadienne, ben ça fait un calibre qui est un peu plus fort. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que si tu commences à ajouter quelques talents de l'autre côté de la frontière, ça fait moins de place pour les joueurs américains. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le développement du hockey aux États-Unis. Évidemment, peut-être pas dans les joueurs d'élite, mais la catégorie qui est en deças. Il y a peut-être des joueurs qui vont se faire barrer un petit peu le chemin de la NCAA. Ça va peut-être passer par la USHL et ça va s'arrêter là par la suite. Mais donc, même si le calibre est meilleur, ça va peut-être pas aider donner le plus grand nombre de chances à tout le monde de franchir un autre niveau. Moi, je pense que ça peut aider un petit peu la NCAA. Bon, évidemment, les Michigan, les Boston University, tout ce monde, ça va ouvrir des portes à des joueurs moins talentueux. On va être capable d'ajouter des éléments pas mal plus dominants. Et je pense que ça peut aider les petites universités. Je pense à des universités
qui sont pas très loin du Québec, là, qui sont davantage dans l'État de New York et tout ça. Je pense à une université comme Clarkson, comme Colgate. Je prends un exemple comme ça, Lake Superior State University. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, Lake Superior State University est situé à Sault-Sainte-Marie, mais au Michigan. C'est tout juste collé sur le Sault-Sainte-Marie de l'Ontario, qui a une équipe, les Greyhounds. Pensez-y, ces universités-là vont être capables de recruter pas mal plus de joueurs, des joueurs de haut talent. Et je reprends mon exemple de Lake Superior State University. C'est assez facile de traverser la frontière, que ça ne prenne que 10 ou 15 minutes, d'aller parler à quelques joueurs des Greyhounds qui penchent peut-être pour se diriger vers la NCAA. Tu es capable de te renforcer de cette façon-là. Je pense que ça peut rehausser le calibre un petit peu de cette façon-là. Mais encore une fois, pour reprendre ce qu'on a mentionné précédemment, ça revient au point des joueurs. Est-ce que les universités vont vraiment vouloir acheter des joueurs pour un an, barrer d'autres joueurs qui seraient davantage là à long terme, que tu peux développer davantage? Je pense que dans certains cas, on va avoir intérêt, mais dans d'autres, là, encore une fois, dans les universités peut-être un peu plus petites, là, on peut avoir nos doutes. Évidemment, du côté des perdants, pas le choix de parler du circuit universitaire canadien, le circuit U-Sport. C'est sûr que les meilleurs joueurs, ceux qui ont, premièrement, que ce sont de bons joueurs étudiants, mais qui sont capables d'aider ces formations-là, de devenir parmi les meilleures équipes qui aident des universités, par exemple, comme McGill, comme Concordia, comme University of New Brunswick, comme l'Université de Moncton. C'est sûr que ça va faire mal quand même. En même temps, c'est pas comme si tout le monde allait partir. Je pense que c'est vraiment la crème de la crème, mais pour le reste, on va être capable de garder sensiblement les mêmes ressources. Ce qui va faire vraiment mal, c'est au niveau des équipes de la USHL, également des équipes, ce qu'on appelle le junior tiers 2 canadien. Donc, on parle des ligues comme la BCHL, la AGHL, la SGHL, des équipes, des ligues qui sont plutôt du côté de l'Ouest canadien. Évidemment, ça va faire mal parce que du côté de la USHL, on l'a mentionné, on va perdre toutes les plus grandes vedettes canadiennes. Les joueurs de 16 ou de 17 ans, ceux qui font en sorte, on en est les premiers exemples dans le podcast La Relève, on suit beaucoup de très bons espoirs et ça nous amène à suivre cette ligue-là. Des Fantilli, des Celebrini, des Power, des Boisvert, probablement qu'ils ne se dirigeront pas vers cette ligue-là. Tu penses à quelqu'un comme Kel McCarr, là, pour revenir à l'exemple de la BCHL ou de la AGHL, un gars comme Kel McCarr aurait probablement voulu jouer dans la WHL avec une équipe comme les Giants de Vancouver ou les Oil Kings d'Edmonton ou les Hitmen de Calgary, des formations avec beaucoup d'argent qui ont de gros avantages aussi. Je parle des Oil Kings et des Hitmen. Ils jouent respectivement dans les amphithéâtres des Oilers d'Edmonton et des Flames de Calgary. C'est assez intéressant, merci. On s'entend que Kel McCarr a probablement choisi un environnement comme ça que de se diriger avec une équipe comme les Oilers d'Okotoks ou, dans son cas, c'était les Bandits de Brooks. Ça va quand même faire mal. On perd vraiment l'aspect financier, ce qui amène des gens dans les gradins et ce qui donne un prestige à ta ligue. C'est pas la fin complètement, par contre. Je pense que certains espoirs américains qui ne sont pas dans le programme des moins de 18 ans au niveau des États-Unis, mais qui sont quand même talentueux. Je prends un exemple comme Trevor Conley l'an dernier. Je pense que ces joueurs-là voudraient quand même rester près de chez eux, voudraient quand même rester dans un environnement aux États-Unis. Et je pense qu'on va être en mesure de les garder. Je pense à un Kyle Connor qui est passé par la USHL également avant d'évoluer à Michigan. Je pense qu'un gars comme ça, il sera en mesure de les garder. Mais on s'entend que ça fait quand même très mal. Et je pense que la USHL va se tourner un peu plus vers les Européens. On commence à avoir une certaine tendance depuis quelques mois. Adam Benak a joint les Phantoms de Youngstown cette année. Luka Radivojevic est parti de la Suède, joue maintenant avec les Lumberjacks de Muskegon. Muskegon a également acquis les droits d'Ivan Ryabkin. On pensait un peu qu'ils avaient réussi à attirer le joueur russe dans la USHL. Là, finalement, c'est pas mal plus compliqué. Ryabkin dit qu'il n'a jamais accepté d'entendre, que c'est simplement une transaction pour les droits et qu'il il est vraiment déterminé à terminer sa saison avec le Dynamo de Moscou. Mais bon, on voit qu'on met de l'effort un peu plus du côté des joueurs européens. L'autre aspect qui est assez intéressant, étant donné que la Ligue pourrait peut-être s'affaiblir et bien perdre du prestige, est-ce qu'il y a des équipes dans cette Ligue-là, dans la USHL, qui pourraient déménager? Jeff Marek, il y a plusieurs semaines, avait mentionné que Muskegon et Youngstown, justement, ont fait des demandes officielles à la OHL pour rejoindre les rangs. Maintenant, est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va arriver? Je pense qu'il y a énormément d'eau qui peut couler sous les ponts avant que ça arrive. Mais ça va être quand même intéressant de voir si ça va pas littéralement démanteler un peu
la USHL. Donc, ça explique pas mal le portrait pour cette fameuse entente qui fait en sorte que les joueurs de la Ligue canadienne de hockey pourront évoluer dans la NCAA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sait que ça peut être très complexe. Il y a beaucoup de subtilités. Il y a beaucoup de choses à laquelle on peut penser. Il y a des choses, évidemment, qui restent en suspens. Je pense à la fameuse entente de la LNH avec la Ligue canadienne de hockey pour les années avant de pouvoir mettre un joueur sous contrat que tu as repêché. Présentement, c'est de 2 ans. C'est de 4 dans la NCAA. On peut s'attendre à ce que ça va changer, mais on ne sait rien pour l'instant. Et n'hésitez pas de nous poser des questions. Nous sommes là pour ça, pour vraiment vous aider à y voir plus clair. Ça va nous faire un très grand plaisir de vous répondre.